Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de 2024. À l'absence de Mme Joly, la mairesse, qui a pris quelques jours de congé bien mérité, c'est moi qui vais présider la séance du Conseil de 2024 de janvier. On va ouvrir la séance à 7 heures. Est-ce que mes collègues ont des questions sur l'ordre du jour? Non. Alors, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, qui est résolu donc d'adopter l'ordre du jour de cette séance telle qu'elle. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Alors, c'est résolu à l'unanimité. Alors maintenant, nous arrivons à l'approbation des procès-verbaux des séances précédentes. C'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre 2023, des séances extraordinaires du 11 et du 19 décembre 2023 et de la séance d'adoption du budget 2024 du 19 décembre 2023. Vous vous rappelez qu'il y avait une séance à 18h30 et une autre à 19h. Donc, tous ces procès-verbaux sont donc proposés et appuyés par M. Etu. Est-ce que j'ai une demande de vote? Non. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Point 5. Alors, on ne m'a pas informé qu'il y avait des déclarations d'élus ce soir d'intérêt sur certains points à l'ordre du jour. Alors, on pourrait aller donc au point numéro 6. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, que les conseillers ci-près soient désignés comme maires suppléants et qu'ils agissent à cet effet lorsque la mairesse doit être remplacée. Alors, pour les périodes déterminées du 4 février au 17 avril, c'est M. Richard Etu, conseiller du district numéro 3. Les périodes du 18 avril au 29 juin cette année, ce sera Mme Annie Bastien du district numéro 2. Et du 30 juin au 10 septembre, ce sera M. Jean-Guy Thibault du district numéro 1. Du 11 septembre au 20 novembre, ce sera M. Jonathan Théoret. Et finalement, à nouveau, du 21 novembre au 3 février 2025, ce sera M. Sylvain Lévesque, conseiller du district numéro 6. Si je n'ai pas de demande de vote, c'est résolu à l'unanimité. Merci. Oui. On passe au point 7. Alors maintenant, nous arrivons aux enjeux de radiation de taxes à recevoir en date du 31 décembre 2023. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que le Conseil autorise la radiation des taxes à recevoir prescrites, totalisant un montant total de 36,96 $, tel que montré par la directrice du service des finances et dont copie est incluse en annexe du présent procès-verbal. J'ai une demande de vote. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Je vais finir par m'habituer, excusez-moi. Alors maintenant, au point numéro 8, concernant un point à l'ordre du jour, les membres du Conseil ont renoncé à leur droit d'obtenir l'information 72 heures à l'avance. C'est l'article 148 du Code municipal, compte tenu que l'ouverture d'appel d'offres du financement a eu lieu aujourd'hui à 15 heures. Et voilà. Vous savez qu'il y a plusieurs éléments de refinancement ou en appel de financement qui avaient lieu. Donc, conformément aux règles édictées, je m'en vais donc il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici où l'on reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 2 228 000 $ de la municipalité de Chelsea soit adjugée à la firme Valeurs Mobilières Desjardins, Inc., que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, comme détenteur des obligations, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard des adhérents. Et évidemment, que la mairesse et la trésorière adjointe soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Alors, si je n'ai pas de demande de vote, c'est résolu à l'unanimité.
Alors maintenant, nous arrivons au point numéro 9, financement règlement d'emprunt de concordance. Il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 26 janvier 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 26 janvier et le 26 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Alors, évidemment, vous savez que ces différents emprunts seront signés par la mairesse et la trésorière adjointe de la municipalité de Chelsea, tels que permis par la loi et mandatés par CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévu pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 639-2022, 648-2022, 652-2022 et 675-2023 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 26 janvier 2024. Au lieu de termes prescrits pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou pour la partie du solde due à l'emprunt. Est-ce que j'ai une demande de vote? Non. Alors, résolu à l'unanimité. Maintenant, au point numéro 10, quant à la représentation de la municipalité à ClickSecure, donc Revenu Québec, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, et résolu que M. Marc-André Plante, directeur général et greffier autorisé, soit autorisé pour consulter les dossiers de la municipalité de Chelsea, par exemple le dossier Mon entreprise, et agir au nom pour le compte de la municipalité de Chelsea, et donc de pouvoir effectuer les transactions et les liens au nom et pour le conseil municipal auprès du ministère du Revenu, et communique toute information évidemment auprès des membres du conseil municipal. Une demande de vote. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Alors maintenant, au point numéro 11, c'est l'autorisation de signature par le directeur général et greffier trésorier d'une entente de servitude avec Hydro-Québec et Bell Canada pour les lots 5 183 788, 5 183 805 et 5 183 806, qui est l'avenue Ouareau, Habitat naturel. Donc, c'est proposé par Mme Valérie Léveillé, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que la municipalité accorde une servitude d'utilité publique à Hydro-Québec et Bell Canada pour ces mêmes lots. Alors, et que la mairesse et directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Ouais. Merci. Maintenant, pour le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, renouvellement des contrats d'assurance pour 2024-2025, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, que la municipalité renouvelle son contrat d'assurance générale 2024-2025 avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec au coût de 136 081 $ plus taxes, ainsi que son contrat accident brigadier bénévole au coût de 250 $ plus taxes et accident pompier au coût de 1160 $ plus taxes, et son contrat assurance accident dirigeant au coût de 214 $ plus taxes pour la période du 14 février 2024 au 14 février 2025. C'est résolu à l'unanimité. Point 13. Alors maintenant, pour le camp familial Saint-Urbain, renouvellement de l'entente 2024, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyée par M. Richard Etu, d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture à signer le renouvellement de l'entente d'accessibilité pour les citoyens de Chelsea au montant de 5 850 $ plus taxes si applicables, selon les termes et conditions de la proposition en date du 6 décembre 2023, afin de faciliter l'accès aux citoyens. Les preuves de résidence seront effectuées évidemment au bureau d'accueil du camp Saint-Urbain. C'est résolu à l'unanimité. Ouais. Merci. Point 14. Alors maintenant, appui évidemment aux journées sur la persévérance scolaire, participation municipale 2024. Il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par Mme Valérie Léveillé, de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de la municipalité.
Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux journées de la persévérance scolaire 2024 afin que notre municipalité soit reconnue comme un plus pour la réussite éducative de ses citoyens en formation, et ce, en réalisant les actions suivantes. Afficher les couleurs et porter les messages des journées pour la persévérance scolaire 2024. Nommer une déléguée en matière de réussite éducative pour la prochaine année. Dans le cas présent, évidemment, au niveau des communications avec le CREVAL, c'est notre directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Kim Baumgarten, qui est notre déléguée. Et évidemment, s'inscrire et planifier une activité ou un projet au cours des prochains mois, donc d'ici le début février à cet effet. Et évidemment, de participer au déjeuner des municipalités engagées pour la réussite éducative à cet effet. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Point 15. Alors, donc, Centre d'action bénévole communautaire Matawini, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes, révision périodique du 562 chemin de l'Église. Donc, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Etu, que le Conseil ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance de l'organisme Centre d'action bénévole communautaire Matawini pour l'immeuble situé au 562 chemin de l'Église à Chelsea et s'en remettre à la décision de la Commission municipale du Québec. C'est résolu à l'unanimité. Point 16. Alors, demande d'aide financière pour le programme Pêche en herbe. Alors, on parle déjà des activités estivales, donc le 8 juin 2024. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyée par M. Richard Etu, que la municipalité de Chelsea dépose une demande d'aide financière auprès de la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du programme Pêche en herbe, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs pour la tenue d'une activité de pêche qui aura lieu le 8 juin 2024 au camp familial Saint-Urbain à Chelsea. C'est résolu à l'unanimité. Point 17. Alors maintenant, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, d'entériner la cession d'emploi de Mme Nathalie Toddy, préventionniste au service incendie et sécurité publique. La période d'essai de celle-ci s'est avérée non concluante. La date de fin d'emploi était le 5 décembre 2023. C'est résolu à l'unanimité. Point 18. Alors, concernant l'embauche de Mme, à cette fois-ci, donc une embauche de Mme Chantal Chartrand, préventionniste pompière au service incendie et sécurité publique, est proposée par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, que suite à la recommandation du directeur du service incendie et sécurité publique, la municipalité procède à l'embauche de Mme Chantal Chartrand à titre d'employée à temps partiel au poste de préventionniste du service incendie et sécurité publique. La date d'entrée en fonction est fixée au 16 janvier 2024. Une période d'essai de 180 jours est applicable. La mairesse et le directeur général et greffier trésorier sont autorisés à signer le contrat de travail pour et au nom de la municipalité. Résolu à l'unanimité. Point 19. Alors, donc, une autre embauche maintenant de Mme Jenny Berry, employée régulière inspectrice au service d'urbanisme et environnement. Il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, que la municipalité procède à l'embauche de Mme Jenny Berry au poste d'inspectrice pour le service de l'urbanisme et de l'environnement avec le statut d'employée régulière, sujet aux dispositions des articles 10.01 et 10.02 de la Convention collective de travail en vigueur. L'employé aura cependant une période d'essai de 90 jours. La date d'entrée en fonction comme employée régulière est le 22 janvier 2024. C'est résolu à l'unanimité. Le point suivant, numéro 20. Donc, une autre embauche, donc comme inspecteur au service de l'urbanisme et de l'environnement, il est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, que la municipalité procède à l'embauche de M. Maxime Bélanger au poste d'inspecteur pour le service de l'urbanisme et de l'environnement avec le statut d'employé à l'essai. Au terme de la période d'essai de 90 jours, celui-ci obtiendra, le cas échéant, le statut d'employé régulier sujet aux dispositions des articles 10.1 10.2 de la Convention collective de travail en vigueur. La date d'entrée en fonction comme employé à l'essai est le 22 janvier 2024. C'est résolu à l'unanimité. Le point 21. Demande de partenariat avec la Belle Église, résidence de création par Mme Josée Babin. Alors, il est proposé par Mme Annie Bastien, puis par Mme Valérie Léveillé,
que la municipalité de Tchersey soutienne le projet culturel de Mme Josée Babin en offrant gratuitement la salle de spectacle La Belle Église de Tchersey pour une durée de 7 jours représentant une valeur de 1 400 $ afin que Mme Babin puisse concrétiser le projet précité. Alors, désolé, cette participation est conditionnelle à l'obtention de Mme Babin de l'aide financière du Conseil des arts et des lettres du Québec. Évidemment, cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Il faut savoir que il y aura aussi un bénéfice pour les élèves de l'école, donc de ce spectacle, donc des groupes d'élèves de l'école Saint-Théodore de Tchersey qui pourront bénéficier là, d'une représentation de cet événement. C'est résolu à l'unanimité. Point 22. Alors, aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, soit au HLM, contribution à la fête de Noël. Alors, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, d'entériner l'aide financière d'une valeur de 200 $ afin de soutenir la réalisation d'une activité de Noël pour les locataires de l'immeuble HLM, ici même au village à Tchersey. C'est résolu à l'unanimité. Point 23. Alors, encore une fois, une aide financière selon la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, soit le Centre d'action bénévole communautaire Matawini. Il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par Mme Valérie Léveillé, et résolu que la municipalité accorde un don d'une valeur de 375 $ représentant une aide financière de 25 % à chacun des 3 organismes communautaires, soit le Centre d'action bénévole Matawini, la Maison des aînés et le Club de l'âge d'or de Tchersey. C'est résolu à l'unanimité. Point 24. Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, Centraide Lanaudière. Il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par Mme Valérie Léveillé, que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 500 $ afin de soutenir la réalisation de la mission de cet organisme qu'est Centraide Lanaudière. Résolu à l'unanimité. Le point 25. Autorisation de dépenses pour l'entretien annuel des chemins et autres infrastructures par le service des travaux publics. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Richard Etu, d'autoriser les dépenses du service des travaux publics reliées à l'entretien annuel des chemins et autres infrastructures, soit gravier, asphalte, chaude et recyclé, finalisation de la rue Mauriac, menus travaux sur les tabliers de pont et services professionnels sur la rue Grenier-Sud pour un montant de 116 600 $ plus taxes, si applicable. Cette somme est évidemment disponible au Fonds général à cet effet, soit dans le Fonds spécial réseau routier. C'est résolu à l'unanimité. Le point 26. Autorisation donc de paiement et des comptes uniques à Construction Genesis Inc. pour les travaux de réhabilitation temporaire au barrage du Lac-Beaune. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Richard Etu, d'autoriser le paiement à la firme Construction Genesis d'un montant de 264 617,58 $, taxes incluses, relativement aux travaux de réhabilitation temporaire au barrage du Lac-Beaune dans le cadre de l'appel d'offres public AP 23-010. C'est résolu à l'unanimité. Le point 27. Appel d'offres commun pour la collecte et le transport des matières résiduelles en engagement des municipalités. Alors, je ne ferai pas la nomenclature de l'ensemble des éléments, des considérants. Il faut savoir qu'on est dans la dernière année d'un contrat de plusieurs années avec le fournisseur EBI. La municipalité de Tchersey s'est associée à d'autres municipalités le long de la 125, soit Entre-Lacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon et Saint-Donat, de façon à faire un appel d'offres donc en commun. Alors, cet appel d'offres devrait normalement débuter au cours des prochaines semaines, prochains mois. Alors, évidemment, il y a une résolution puisque le mandat est donné à la MRC Matawini. Alors, ce soir, et c'est donc proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Valérie Léveillé, que la municipalité de Tchersey s'engage solidairement dans une démarche d'appel d'offres commun pour la collecte et le transport des matières organiques et des déchets avec les municipalités d'Entre-Lacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon et Saint-Donat, confie à la MRC de Matawini la responsabilité de réaliser cet appel d'offres, fournissent toutes statistiques et données, évidemment, là, pour ces travaux et engage sa responsabilité contractuelle envers le soumissionnaire retenu et dégage la MRC de Matawini de toute autre responsabilité ou tout acte pouvant découler de la réalisation de cet appel d'offres.
C'est résolu à l'unanimité. Point suivant, 28. Alors, un renouvellement d'un mandat à Flip Communication et Stratégie qui est chargé par plusieurs municipalités là, je dirais, le long de la 125 concernant le comité mobilité 125 pour l'année 2024. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu et appuyé par Mme Annie Bastien que le Conseil accepte l'offre de service déposée par Flip Communication et partagée par l'ensemble des municipalités suivantes, soit Saint-Esprit, Saint-Alexis, Sainte-Julienne, Saint-Calix, Radun, Chersey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci et Saint-Donat. Donc, pour des frais mensuels pour la prochaine année de 151 $ plus taxes si applicables. Et donc, que M. Etu et Mme Bastien appuient donc l'offre de service déposée par Flip Communication pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 et autorise le paiement mensuel de 151 $ plus taxes si applicables pour la municipalité de Chersey, ce qui équivaut au montant proportionnellement subdivisé entre les municipalités. C'est résolu à l'unanimité ou quelqu'un demande un vote? Oui, je vais demander le vote, monsieur. Monsieur Lévesque. Monsieur Thibault, je vais juste je vais prendre le temps de m'exprimer. Oui. J'inviterai mes collègues aussi peut-être à s'exprimer. Donc, on sait que le projet de la 125, bon, ça passe dans des milieux humides, des forêts vraiment rares. Donc, on parle d'érable noir aussi. On parle de ravages au niveau des chevreuils et tout. Donc, moi, je me demande pourquoi investir 16 800 $ par année quand le Trésor du Québec a injecté 286,5 millions, soit 25 millions par kilomètre. Pourquoi payer une entreprise de communication privée pour faire le travail que le gouvernement du Québec a la responsabilité de faire celle-ci? J'ai fait un petit calcul. 35,8 km entre Sainte-Julienne et la gare de Mascouche. Le train de Mascouche avait coûté environ 1 milliard en 2011. J'avais été voir les plans à ce moment-là, je m'y intéressais. Pour 51 km, exactement. Mettons que je triple le montant aujourd'hui à 3 milliards parce qu'on sait, les coûts ont monté. Ça ferait 78 millions de kilomètres pour un transport collectif, durable et avec beaucoup moins de GES pour arriver à la cible du gouvernement qu'il a lui-même signé, et nous, la municipalité de Chersey, pour s'engager pour 2030. Notre 16 800 $ devrait plutôt servir à ça et non pour construire d'autres autoroutes qui vont juste encore accentuer le nombre de véhicules à puissance 1000. On devrait plus réfléchir comme dans les années 60, mais plutôt réfléchir en 2023 et j'ai goût de dire en réfléchissant pour 2030. Donc, Chersey est une municipalité villégiature. Moi, je me pose la question collectivement, posons-nous-la. Est-ce que ce qu'on veut à Chersey, c'est un Saint-Sauveur? Est-ce que ce qu'on veut, c'est perdre nos forêts, perdre nos terres, perdre tout? Je vous pose la question, c'est une possibilité. Puis pourquoi les citoyens de Chersey paieraient encore une taxe quand vous payez déjà pour 2,86 milliards de dollars au gouvernement du Québec? Donc, vous payez 2 fois pour un même projet. Normalement, mon collègue était là, était plus au niveau environnemental. Moi, j'étais plus au niveau des chiffres. Donc, si vous voulez, on va passer au vote. Exactement. Merci de votre intervention. Monsieur Thibault, est-ce que... Moi, je suis d'accord, sauf que ça a été mal expliqué à la population. C'est pas un... dans le fond, c'est pas un... Qu'on veuille ou qu'on le veuille, la route 125, c'est pas ça le projet de Flip Communication. Le projet, c'est de réunir tout le monde ensemble pour discuter de ce qui va se passer. Ça coûte peut-être 16 000 $ à la population, mais ce n'est pas la population de Chersey, c'est la Matawini sur le bord de 125. Donc, ça nous coûte à nous autres peut-être 1800 $. Pour être assis sur une table, pour savoir où est-ce que les chemins vont passer, s'ils passent, pour pouvoir décider s'ils passent, pour pouvoir dire notre mot, pour pouvoir rester en communication avec l'ensemble du projet. Notre présence est quand même importante à cette table-là. Mais qu'on veuille le projet ou pas, c'est pas ça. C'est pas ça le mandat aujourd'hui. C'est juste de savoir s'ils sont assis autour de la table avec les personnes concernées dans le projet. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Madame Bastien? D'accord. Monsieur Etu? Moi aussi, je suis d'accord. Puis juste en rajouter un peu, c'est que si on n'est pas dans le circuit, on ne peut pas intervenir s'il y a des choses qui ne font pas notre affaire. Fait qu'il faut être dans le circuit pour pouvoir agir. Fait que je suis d'accord.
Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le projet est mis sur pause, justement. Le ministère travaille avec le ministère de l'Environnement. Le projet est mis sur pause. Il y a d'autres études qui sont analysées présentement. Alors, Madame Léveillé, je crois que vous êtes contre. Oui, je veux juste ajouter non, Madame Léveillé, on a passé au vote. On va passer au sujet suivant. Ben, je vais juste... Vous avez un droit de parole à la fin. Oui, c'est ça, j'ai un droit de parole à la fin. Oui. Le vote est passé, on va passer au sujet suivant. Bien, j'ai commencé le sujet, je vais juste le terminer, Madame le Léveillé, sujet. S'il vous plaît, je vous demanderai. Alors, je vais voter contre. Parfait. Alors, c'est résolu à la majorité. Point suivant, 29. Alors, c'est l'octroi de contrat à production DW Inc., demande de prix pour l'appel de soumission G23045 pour la sonorisation et éclairage du spectacle La Belle Église en 2024. Donc, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Rétu, d'octroyer aux conditions prévues dans les documents de la demande de prix G23045 le contrat pour la fourniture de services et d'équipements pour la sonorisation et l'éclairage lors des spectacles prévus à la Belle Église pour l'année 2024 à l'entreprise Production DW Inc., plus bas soumissionnaire conforme sur la base d'un prix unitaire indiqué au formulaire dans la demande de prix, soit de 27 076 et 61. Donc, évidemment, les documents d'appel d'offres, bordereau de soumission des entrepreneurs et résolution du Conseil tiennent lieu de contrat entre les parties. Alors, voilà. C'est résolu à l'unanimité. Merci. Point suivant, 30. Alors maintenant, c'est l'octroi de contrat à Mme Julie Filion pour une banque d'heures pour soutien aux tâches bibliothécom... excusez, là, c'est... Bon, merci beaucoup pour l'année 2024. J'aurais dû pratiquer ce mot-là ce soir. On ne dira pas 3 fois. J'ai trop pratiqué le adjudiqué. Alors, et celui-ci aurait dû être dans ma liste. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Richard Rétu, d'accepter l'offre de service de Mme Julie Filion, bibliothécaire, consistant à une banque d'heures de 23 heures en soutien professionnel à la bibliothèque, à la responsable de la bibliothèque pour l'année 2024 au tarif de 85 $ pour un coût total donc de 1 955 $ plus taxes si applicables, selon les termes et conditions de l'offre de service en date du 24 octobre 2023. C'est résolu à l'unanimité. Le point suivant, 30. Alors, excusez-moi. 31, donc un avis de motion concernant un règlement amendant le règlement 640-2022 sur le traitement des élus. L'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par M. Richard Rétu, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement amendant le règlement 640-2022 sur le traitement des élus. Alors, comme l'oblige la loi et oblige aussi le directeur général de bien expliquer lorsqu'il y a un avis public et des changements de règlement concernant la rémunération des élus, il y a une importance que je puisse prendre quelques instants pour bien les expliquer, surtout pour les citoyens, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Premier élément, lorsqu'il y a des modifications concernant le règlement sur la rémunération des élus, il y a une obligation d'avoir un avis public, le dépôt d'un projet de règlement et à la séance suivante, il y a l'adoption officielle et finale. Vous savez, on ne peut pas déposer et adopter sur le champ. Il y a une obligation d'avoir un affichage public de façon à ce que les choses se fassent en toute transparence. Aujourd'hui, la modification qui est faite au règlement n'a pas d'incidence directe sur la rémunération, sur les coûts pour la municipalité. Vous savez que la rémunération des élus est faite sur 2 composantes. D'un premier, il y a une rémunération de salaire de base, donc un salaire, et il y a toujours une allocation, donc qui est toujours 50 % de ce salaire de base. Chaque fois qu'un élu a 1 $ de revenu, il y a automatiquement 50 sous qui s'ajoutent sur cette fameuse allocation jusqu'à concurrence d'un peu moins de 20 000 $. Je vous fais grâce des explications. Mais lorsque le Conseil avait adopté l'an dernier, un peu plus en 2021, le règlement de la création des comités et avec la rémunération, celui-ci avait prévu une rémunération de 125 $, mais pas nécessairement le versement d'une allocation en tant que telle.
Alors, évidemment, en révisant la réglementation qui oblige et qui est statutaire au niveau québécois, j'ai proposé aux membres du conseil municipal de corriger notre règlement de façon à ce que, dorénavant, lorsqu'un élu obtiendra un revenu donc salarial pour sa participation à un comité de 90 $, il aura automatiquement un montant de 45 $ sur son allocation de revenus. Donc, on revient exactement à ce qui avait été prévu. Et là, vous allez me dire, oui, le revenu était de 125 $, puis là, vous arrivez à 145 $. C'est que ce montant-là est indexé par règle. 135 $. Donc, ce revenu-là était indexé et donc arrivait aux environs de ce montant-là. Donc, par la présentation du règlement ce soir, on vient corriger et donc l'application tant par la comptabilité et des règles pour l'année 2024. Et tout cela sera évidemment rétroactif au 1er janvier 2024. Alors, est-ce que j'ai réussi à résumer quelque chose qui a de l'air bien complexe, mais qui, dans les faits, est très simple? Ça va? Merci, M. le Donc, directeur. l'avis de motion, elle est donnée ce soir par M. Richard Etu et il est proposé par M. Richard Etu et par Mme Annie Bastien que le Conseil adopte le projet de règlement amendant le règlement 640-2022 établissant le traitement des élus municipaux. Copie du projet de règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité, soit le www.chersey.ca et auprès du service du greffe. Lors de la prochaine assemblée du Conseil, il y aura donc un vote à cet effet. Je rappelle que les 2/3 des membres du Conseil municipal devront appuyer ce changement au règlement et la mairesse aura l'obligation d'appuyer favorablement pour que celui-ci soit adopté en bonne et due forme. Donc, ce n'est pas un règlement qui peut être adopté à la majorité. Alors, j'espère que j'ai réussi à bien résumer toute une information pour vous tous. Merci. Merci, M. Plante. Alors, c'est résolu à l'unanimité. On va passer au point 33. Mais maintenant, nous arrivons au règlement 693-2024 sur l'exercice du droit de préemption sur un immeuble du territoire. Vous savez qu'il y avait eu à la dernière séance du mois de décembre, donc le 19 décembre, donc un avis public, le dépôt d'un projet de règlement. Alors, ce soir, c'est l'adoption de ce projet de règlement. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, que le Conseil adopte le règlement 693-2024 intitulé « Règlement sur l'exercice du droit de préemption sur un immeuble du territoire ». Copie du règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité au www.chersey.ca et auprès du service du greffe. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Le point suivant, 34. Alors maintenant, c'est l'adoption des comptes fournisseurs. Alors, c'est proposé par M. Richard Etu, appuyé par Mme Annie Bastien, d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de décembre 2023 au montant de 934 873,15 sous, tel que déposé par le directeur général et greffier trésorier, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 décembre 2023 au montant de 759 552,33 et en autorise le paiement. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Point 35. Alors, au point numéro 35, c'est le dépôt de l'état des activités financières. Donc, le directeur général et greffier trésorier déposent au conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 décembre 2023. Le point 36. Dépôt donc du rapport annuel 2023, application du règlement sur la gestion contractuelle. Le directeur général et greffier trésorier déposent au conseil municipal copie du rapport 2023 sur la gestion contractuelle de la municipalité. Maintenant, on arrive donc au point du 37. C'est à mon tour. Ben, je voudrais commencer par vous souhaiter à tous, citoyens et citoyennes de Chersey, une bonne année 2024. Santé, paix et amour. D'abord aussi. Maintenant, la nouvelle année a par ailleurs débuté avec 2 bonnes bordées de neige. On a quelques déneigeurs dans le coin. Vous le savez, il est tombé près de 80 cm en 4 jours. Cela a exercé une pression énorme sur tous les travailleurs du secteur du déneigement.
J'en profite pour saluer l'excellent travail de nos employés municipaux ainsi que nos déneigeurs privés et la collaboration de certains citoyens au bon déroulement des opérations. Je nous rappelle l'importance de dégager nos bacs pour la collecte des matières résiduelles afin de notamment faciliter le travail des fournisseurs EBI et de nos déneigeurs lors des opérations. Évidemment, vous êtes nombreux à avoir communiqué avec nous pour nous dire qu'il y avait eu rupture de service pour la collecte des déchets la semaine dernière lors de ces intempéries. Sachez que nous faisons un suivi auprès du fournisseur EBI pour éviter de telles situations qui engendrent malheureusement des situations pour les résidents permanents. Vous avez payé pour un service et celui-ci doit être rendu convenablement. Plusieurs citoyens ont de la difficulté à obtenir des réponses satisfaisantes à leur récrimination légitime. En terminant, j'aimerais remercier... Oh, excusez-moi. Je voudrais parler aussi d'un autre point qui est important, le stationnement dans les rues. On a un nouveau règlement, puis nos patrouilleurs ainsi que certains services sont éligibles à donner des contraventions. On vous demande, s'il vous plaît, de ne plus vous stationner dans les rues, sinon vous aurez droit à une contravention qui est égale à 99 $99. La nuit. La nuit. Non. 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 On va laisser vos questions pour la fin, s'il vous plaît. Puis, s'il y a des résidents qui sont ici seulement, on a plusieurs là, qui ont leur chalet ici, puis ils viennent juste la fin de semaine. Si vous avez un bon voisin, peut-être leur demander de mettre leur bac la journée que les vidanges passent. Ça éviterait aussi des bris, toutes sortes d'inconvénients. Et aussi, s'il y a un amoncellement de neige sur vos bacs de récupération ou de vidange, EBI ne les ramassera pas. C'est comme ça, le règlement est fait ainsi. Alors, ça éviterait certains problèmes. Fait que mettez-vous copains avec vos voisins si vous l'êtes pas, ou bien non, demandez-y d'avoir un bon voisinage. Pour la Belle Église, on a plusieurs spectacles qui s'en viennent. Mario Jean, cette fin de semaine, il est déjà sold out. Il est déjà complet. Paul Darèche, le 17 février, Dehors novembre. Mariana Mazza, le 16 mars. Linda Lemay, le 5 avril. Alexandre Barrette, le 19 avril. Danny Bédard, le 18 mai. Dominique et Martin, le 1er juin. Et Dan Bigra, le 26 octobre. Vous pouvez vous renseigner auprès du service des loisirs ou bien chez Ticket Pro. En terminant, on a fait encore cette année, pour une 3e année, le Sapin des Anges, qui a été une belle réussite. On a distribué près de 74 cadeaux à des enfants de Chersey. Je voudrais remercier la famille Desrochers du Provigo Chersey. Aussi, madame, excusez-moi, je ne suis pas habitué à faire ça, madame Lacourcière du service de loisirs ainsi que l'équipe. Aussi, tous les citoyens ou toutes les personnes qui ont pris de leur temps et de leur argent pour aller chercher un ange chez Provigo, d'aller acheter un cadeau, de l'emballer, d'aller le porter au service des loisirs. Et puis, je voudrais remercier aussi ma conjointe, parce que c'est elle qui a initié ça il y a 3 ans. Puis aussi, Mme Bastien, ma collègue, elle et son conjoint, le 24 décembre, nous ont aidés à distribuer ces 74 cadeaux aux enfants de Chersey. Je vais regarder sur l'autre bord, j'ai peut-être d'autres choses. OK. Il y a le pêche en herbe, on en a parlé tantôt qui s'en vient. Alors, merci à tous, puis je vous souhaite encore une belle année. Merci, monsieur. La parole au conseil. Parole au conseiller maintenant, c'est un nouveau point. Monsieur Thibault, est-ce que vous avez quelque chose à... Moi, c'est beau. C'est beau? J'ai rien à dire. Merci. Madame Bastien? Bien, je vais parler pour Jean-Guy. Non, non. On a 5 minutes. Ça ne veut pas dire qu'elle a le droit à 10 minutes. C'est pas 10 minutes. C'est pas accumulable. C'est bon. Ça. Je voulais juste revenir sur 2 points qui étaient à l'ordre du jour. Donc, les journées de la persévérance scolaire. Nous, les élus, on partage, dans le fond, une activité avec les élèves du secondaire ainsi que du primaire. Donc, on boit un bon chocolat chaud avec des guimauves avec eux. Dans le fond, on jase avec eux, puis on peut, dans le fond, poser des questions. Puis eux, ils nous posent des questions sur notre rôle aussi, qui fait un beau moment aussi là, pour pousser la note, dire lâchez pas les études, puis continuez. Il y a ça, Sylvain, l'année passée, et moi-même, nous avons participé à cette journée. Valérie, dans les années passées aussi, l'a fait.
Je voudrais juste remercier aussi Madame la mairesse, Madame Joly, ainsi que Valérie Léveillé qui ont participé à la 21e édition de la guignolée du Dr Julien. Ils ont amassé, pas juste ici, d'accord, du côté de Joliette et ici, dans la MRC Matawini, 64 200 $ dans le fond, pour la pédiatrie sociale, qui est un montant exceptionnel. Et je voudrais aussi en profiter, Mme Babin et son conjoint sont tous deux présents ce soir. Je vais en profiter, dans le fond, pour vous souhaiter que le dépôt, dans le fond, de projet soit favorable et je vous souhaite une belle semaine de créativité avec votre équipe. Merci à vous. Merci, Mme Bassé. Monsieur Etu? Oui, je vais remercier Sylvain qui a fait un bon travail, mais il n'y a pas besoin de s'habituer parce que ça finit cette semaine. Michel va être de retour. Merci quand même, monsieur Etu. C'est moi le prochain. Mais je vous souhaite une bonne année 2024. Et à tous ceux qui n'ont pas encore Internet, que Connexion Matawini finisse peut-être en 2024, le raccordement de... La plupart sont chanceux, ont Bel Canada, mais il y en a d'autres moins. Fait que là, je souhaite que ça soit réellement cette année que ça se passe. Merci beaucoup. Merci, M. Etu. Mme Léveillé. Moi, je vais prendre ton souhait, Richard. Je souhaite de l'avoir, l'Internet. C'est pas belle, Non, n'est pas encore. Premièrement, je suis super contente que ce point-là soit mis à l'ordre du jour par l'administration municipale. Merci. J'aimerais, monsieur le maire, j'ai pas maire, Sylvain, monsieur Lévesque, je sais que vous êtes encore là jusqu'à demain. Je vous ferai le message. Je reçois beaucoup d'appels concernant les trails de VTT dans la Grande-Vallée présentement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de désinformation qui se fait. Peut-être que ça serait intéressant qu'on demande à l'administration, peut-être sur la page de la ville ou sur la page Facebook, un petit quelque chose, là, ça pourrait être intéressant là, parce que je me suis encore fait pas mal achaler en fin de semaine. Je voudrais aussi dire que j'ai eu la chance d'entendre la chorale de Chelsea pour la première fois. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais vu la chorale. Et je vais dire le mot Seigneur, mais c'était à la messe de minuit. Il était vraiment bon. Pour de vrai, là, on a vraiment une belle chorale à Chelsea. C'est à découvrir. Puis je voudrais vraiment leur dire bravo à ce niveau-là. Donc, bonne année tout le monde. Puis je pense, monsieur, j'ai de la misère de la mairesse. Il y a chasse aux maniaques vendredi. Je ne sais pas s'il reste des billets, mais il en reste quelques-uns. L'église, c'est quand même très populaire. Alors, c'est un événement apprécié de plusieurs chasseurs, pêcheurs et compagnie. Ça va se passer aussi à la belle église. Voilà. Merci, Mme Léveillé. Alors maintenant, la parole va être aux citoyens. On va vous demander de vous avancer, de donner votre prénom. Et puis, c'est une période de questions, ce n'est pas une période de débat. Je tiens à vous le faire remarquer. On est ici pour répondre à vos questions dans les mesures du possible. Si on ne peut pas lui répondre, on va les prendre en note et puis on va vous répondre à la prochaine Assemblée générale. Ça sera la mairesse. Merci. C'est à votre tour. Ah, non, je pense qu'on est mieux. Alex Martel, l'OPRTC. Bonjour, M. Martel. Donc, la question, c'est, je pense que je la demande depuis cet été, c'est les statistiques sur la patrouille. Est-ce qu'on nous a promis, à chaque fois on les promet pour le prochain, est-ce que vous avez les statistiques, s'il vous plaît? Moi, je ne sais pas. Je vais laisser la parole au directeur général qui est plus au fait de ces dossiers-là parce que je suis ici à temporaire. Ouais. Rapidement, d'abord, vous savez que la patrouille qui était implantée un peu avant la période estivale, on est donc au bilan de l'année 2023, donc au 31 décembre. Normalement, le comité de la patrouille sera appelé à se réunir très prochainement pour avoir les premières statistiques. À l'heure actuelle, les données que j'ai obtenues sont davantage pour les 3 premiers mois. Donc, avant de dévoiler publiquement ces éléments-là, ce que ça nous permet déjà, ce que je peux vous faire ressortir des premiers résultats qu'on constate, c'est qu'il y a un écart, par exemple, entre le nombre d'interventions dans ce que j'appelle la période plutôt estivale ou de printemps et de l'automne, d'une certaine manière,
versus la période hivernale où on voit vraiment une baisse qui est très marquée au cours des dernières semaines. Donc, ça, c'est la première des choses. Mais évidemment, le comité sur la patrouille sera appelé à prendre connaissance des résultats. Et parmi les recommandations qui vont être formulées, c'est la modulation et la modification probablement sur une base annuelle de la présence de la patrouille. Donc, il faut se questionner en période hivernale, est-ce qu'un lundi soir, c'est toujours donc, pertinent de le maintenir? Devrions-nous pas, par exemple, en période hivernale, c'est des questions qu'on va se poser, par exemple, plutôt les fins de semaine, 2 jours. Donc, c'est vraiment des aspects qu'on va vouloir renforcer au niveau de la patrouille. On est aussi en discussion avec des municipalités voisines de façon à renforcer et bonifier l'offre de service de la patrouille. Alors, il est fort probable qu'au niveau de Chersey, il y a des ententes intermunicipales qui se développent au cours de la prochaine année. Alors, il y a vraiment un bel enthousiasme depuis aussi que notre directeur du service incendie et sécurité publique, il y a vraiment un travail là, qui se fait là, pour finir, je pense, l'offre de service. Donc, en 2024, attendez-vous à ce qu'il y ait des changements. Quant aux données, vous comprendrez que le comité va d'abord se réunir avant qu'on rende quoi que ce soit public là, à cet effet. Donc, ma question, c'est encore quand est-ce qu'on va les avoir? Parce que c'est la réponse qu'on reçoit. Là. Puis est-ce qu'on va avoir les détails? Là, présentement, vous dites que vous avez des statistiques. C'est combien d'interventions? Combien que ça a coûté? Combien ça coûte? Écoutez, monsieur, comme je vous l'ai dit, puis je pense que ça doit être clair, d'abord, on a des statistiques sur 6 mois. Je comprendrais que comme citoyen, vous dites, moi, je veux une reddition de compte sur 1 an de travail. On n'a même pas terminé la première année de l'implantation de la patrouille. On est dans les 6 premiers mois. On vient de compléter le 31 décembre. Non, mais c'est parce que, un petit instant, je parle de la patrouille qui est sous la direction de la municipalité avec nos propres employés. Je ne parle pas d'un service privé. Je parle d'une patrouille qu'on a implantée qui est depuis le début de la période estivale. Donc, on est dans les premiers mois. Le comité va se réunir, va voir donc les premières données et on fera une reddition de compte public après ces éléments-là. Mais ce soir, je serais inconfortable de rendre public des informations sur les 6 derniers mois alors que, le comité de la patrouille ne les a même pas obtenus et que les membres du conseil vont en prendre en même temps que l'ensemble de la population. Puis je pense que dans l'implantation d'un tel service, faire une reddition de compte après 6 mois, ça fait plus ou moins de sens. Je pense que la population s'attend minimalement que lorsqu'on implante un nouveau service, qu'il y ait quand même une certaine période de temps pour bien évaluer ces données-là. Alors, c'est la réponse que je vous donne ce soir, c'est que les données ne seront pas rendues publiques tant aussi longtemps que le comité de la patrouille et le conseil seront informés. Je pense que c'est un minimum dans la reddition de compte. Mais avant que vous soyez là, il y a eu une patrouille, comme vous avez dit. Ça n'a pas été un succès. Qu'est-ce qui a guidé le conseil? Parce qu'on n'avait pas, à ce moment-là, le comité de la patrouille a jugé qu'avec une patrouille privée, nous n'avions pas l'offre de service versus les coûts et les objectifs que le conseil municipal s'était donné. Ça ne correspondait pas aux objectifs qu'on s'était donnés. D'ailleurs, je tiens à préciser que beaucoup d'autres municipalités environnantes ont aussi ces mêmes questionnements et discutent en ce moment avec la municipalité de Chersey parce qu'ils jugent que la vision stratégique qu'on a du service qu'on veut développer, qui relève la municipalité, a un plus grand impact lorsque c'est une offre de service où il n'y a pas trop de rotation personnelle, quand il y a de la stabilité, quand on a justement une patrouille où on investit dans la formation, dans l'accompagnement de ces équipes, donc il y a une présence qui est significative. Alors, c'est ce qu'on est en train d'implanter. Puis, je trouve qu'après 6 mois, on a déjà tiré plusieurs conclusions. Puis, je suis convaincu que dans les prochains mois, on va être capable d'arriver avec des changements qui vont être très intéressants. Mais moi, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'enthousiasme quand je vois l'intérêt que suscite notre patrouille à l'heure actuelle. Donc, c'est quoi qui a été budgété pour 2024? Le budget qui a été adopté le 19
décembre. Je vais vous transmettre copie du budget. Vous allez voir tous les éléments. C'est déjà planifié, mais je ne l'ai pas en tête. Alors, je ne veux pas vous donner. Quelqu'un qui le sait, est-ce que c'est 100 000, c'est 200 000? Écoutez, je n'ai pas le chiffre, mais c'est. On n'a pas le chiffre exact. Je n'ai pas le chiffre exact. Dans nos documents qu'on a votés. C'est environ 150 000 $. C'est au moins 150 000 $ rémunération, etc. pour l'année 2024. C'est beaucoup, 150 000 $ pour faire des petites Écoutez, monsieur, vous posez une question. Laissez-moi le temps d'y répondre. Vous avez posé une question. Je vais vous transmettre le budget. C'est très clairement indiqué au budget 2024, les montants qui sont affectés. Alors, vous pourrez y avoir accès. Merci. Oui, c'est ça. Oui. Exact. Allô, Chêne Gauthier de Sauveur-la-Forêt du prolongement de la 25. Moi, j'avais une question. Justement, à soir, on a eu le vote pour Mobilité 125. Oui. Donc, ma question est à ce sujet-là. Mobilité 125 est là pour informer les citoyens puis travailler avec les municipalités aussi, dans le fond, par rapport au prolongement. Moi, la question que je me posais, j'ai regardé quand même le site de Mobilité 125 pour m'informer moi aussi. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'on parle que du prolongement, mais on ne parle pas des impacts. Tu sais, quand on parle d'informer les citoyens, on est supposé, dans le fond, informer du positif et du négatif. On est supposé informer d'un tout. Puis moi, de ce que je remarque là, sur Mobilité 125, c'est que, je m'excuse, ça informe que du positif ou que du... Tu sais, c'est vague. Est-ce que c'est possible de travailler avec Mobilité 125 pour avoir une information qui est complète? Moi, c'est la question que je me pose. C'est ce qui m'intéresse. Je sais que Mobilité 125 vont faire des consultations citoyennes. Présentement, c'est la mairesse et les maires des 9 municipalités qui s'occupent de ça. Je ne peux pas répondre au nom de la mairesse. Alors, je vais prendre votre question, puis à la prochaine séance, la mairesse pourra y répondre. Mais je sais que dans les projets qui s'en viennent en 2024, il y a des consultations citoyennes qui vont être faites pour l'environnement, pour les pistes cyclables, pour le développement économique. Il y a plusieurs sujets qui sont en ligne, puis ils vont être là. Vous allez avoir vos réponses à ce moment-là. OK, parfait. Merci, madame. Et je vous remercie. Bienvenue. Une autre personne? Non. Monsieur Gauthier, il attend, il regarde toujours voir c'est qui. C'est Monsieur Couture. Là, c'est Monsieur Couture, mais je vois les yeux de Monsieur Gauthier, là. Ah, j'avais pas vu Monsieur Gauthier. Bonjour. Bonjour, Claude Couture. Bonjour, Monsieur Couture. Là, ils n'ont pas passé pour les vidanges. Et quand ils vont passer dans 15 jours, ils vont dire les bacs sont trop pleins, leur camion va être rempli, il va falloir qu'ils aillent les domper. Là, ils n'auront pas le temps de revenir. Fait que ça va être encore un service coup-ci, coup-ça. Bien, comme j'ai mentionné tantôt, là, c'est très préoccupant là, pour tout le monde, autant pour nous autres en tant que citoyens et élus. Puis, M. Plante travaille excessivement fort avec EBI pour qu'il donne le service pour lequel on paie. On paye un service autant moi que vous autres, puis on s'attend à ce service-là. C'est inacceptable ce qui s'est passé, puis M. Plante travaille très fort à régulariser cette situation pour que ça ne se reproduise plus. Parce que là, peut-être que les employés ont travaillé 2 heures maximum, puis on paye pour un service pour combien d'heures? Tout à fait. Si les gars ont travaillé 2 heures, puis ont fini leur journée parce qu'il y avait trop de neige, ça veut dire que le citoyen va falloir qu'il se lève à 6 heures le matin pour aller nettoyer son bac au cas qu'il y aurait de la neige, puis la rue à passer. C'est le tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Non, mais il va falloir se lever à 6 heures pour aller mettre la bac dans la rue. Je suis totalement d'accord. Vendredi, il faisait beau soleil. Ils ne nous ont pas passé. C'est quoi le problème? Il faisait soleil. On s'en occupe, soyez sans crainte, parce qu'on trouve ça inacceptable. Toute l'administration et même les membres du conseil trouvent ça inacceptable. On s'en occupe. On espère que ça ne se reproduira plus jamais. C'est drôle, les autres années, il y a neigé aussi. Puis ils ont trop passé. Merci. Je comprends, Monsieur Lévesque. Merci. Monsieur Lévesque. Oui. Je voulais juste ajouter, merci M. Couture de m'avoir écrit, texté, je ne sais pas quoi, il n'y a pas juste vous, mais justement, ça nous a permis de pouvoir le nommer à notre directeur général qui a pu faire justement ce genre de recherche-là. Donc, j'en profite pour dire aux citoyens, écrivez quand ça n'arrive pas. Et je me suis aussi fait suggérer de mettre Mme Émy Labonté. Je vous laisse. Peut-être juste rajouter aux citoyens. Première des choses, je sais que les citoyens, le premier réflexe, c'est d'inonder de courriel le service de l'administration municipale. Je tiens à vous dire que notre responsable qui s'occupe de l'environnement
elle ne s'occupe pas au quotidien de l'enjeu de la collecte des déchets et de la collecte sélective. Son premier travail, ce n'est pas cela. Évidemment, je comprends que le fournisseur, il y a eu quelques enjeux, notamment un peu d'informations erronées communiquées aux citoyens. On a manifesté nous-mêmes dans les derniers jours auprès de BI que ce n'était pas acceptable les informations et la manière dont on répondait aux citoyens. Alors, ma première recommandation pour l'avenir, première des choses, le premier élément de communication, c'est de communiquer avec EBI. Je sais qu'ils prennent toutes les statistiques du nombre d'appels. Ça, c'est le premier élément. Et plus le volume est élevé, plus ça génère un certain nombre d'héritements au niveau des gestionnaires chez EBI. Deuxième chose, on préfère que lorsque vous nous transmettez, tant que faire se peut, de nous écrire. Pourquoi? Parce que vous nous donnez le nom, votre rue, et ça nous permet de recouper l'ensemble de vos voisins, parce que souvent, quand vous avez un problème pour la collecte dans votre rue, vous avez d'autres voisins, et ça nous permet de compiler un ensemble d'informations, ce qui fait que rapidement, on peut interagir auprès de la direction de BI. L'autre chose, on a des mécanismes dans le cadre de notre entente contractuelle avec EBI pour exiger et forcer donc les reprises de services. Comme vous le savez, nous sommes dans la dernière année d'un contrat de plusieurs années. Alors, je présume que l'entreprise EBI souhaite pas avoir des contraintes administratives sur traitement de mauvais services à leur égard. Parce que quand on va en appel de soumission, la dernière chose qu'on veut, c'est d'être exclu de cet appel de soumission parce qu'on a une mauvaise offre de service. Alors aujourd'hui, on n'est pas rendu là, mais ce que je vous dis, c'est qu'on s'attend à ce que l'entreprise améliore son service à clientèle et on s'attend que lorsque rupture de service, il y a des solutions qui soient proposées et que ces solutions-là ne soient pas de prendre ces vidanges, d'aller les porter nous-mêmes à l'éco-centre, mais plutôt qu'il y ait une reprise du service. C'est sûr que chaque fois qu'il y a une grosse tempête de neige qui tombe dans la journée du mardi au mercredi, c'est sûr que ça complique les opérations. D'abord parce qu'il y a le déneigement, les bacs sont ensevelis, puis les déneigeurs, par mégarde, ils ne voient pas vos bacs. Alors, ça arrive une couple de fois qu'ils les accrochent puis qu'ils les renfoncent dans le banc de neige. Alors, c'est sûr que ça complique les opérations, c'est ce qu'on a vécu la dernière semaine. Ça étant dit, ce n'est pas une raison pour qu'il y ait rupture très rapidement du service. Le service aurait très bien pu être continué dans cette journée. Je préfère un service qui est fait à 60% du territoire qu'un service qui est fait à 10 ou 15%, puis que finalement, on ne repasse pas le reste de la semaine. Oui. Alors, puis moi, l'enjeu qui me préoccupe là-dedans, c'est que cette semaine, c'est le bac de recyclage. Puis malheureusement, je sais fort bien que beaucoup de citoyens, que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vider une partie du bac noir, le mettre dans le bac de recyclage, puis qu'à la fin, le recyclage va être tellement contaminé que l'essentiel du camion va s'en aller au site d'enfouissement plutôt qu'à la collecte sélective. Et c'est ça qui m'agace quand il y a une rupture de service. Et c'est pour ça qu'il faut que BI prenne conscience des impacts de ces décisions lorsqu'il rupture dans notre municipalité. Merci, M. Plante. Mais il y a aussi un problème. Oui, Mme Bastien. Il y a un problème chez EBI. Ils n'ont plus d'employés pour le triage. Donc, notre recyclage n'est même pas trié. J'ai été chez EBI, j'ai parlé avec un employé. Il dit on va fermer de toute façon, puis on n'a plus personne pour trier. C'est ce qui se passe là, chez EBI. Ça, les montagnes se montent, puis il n'y a rien qui se fait. Merci. Oui, monsieur. Sébastien Beauregard. Bonjour, c'est sur la rue Chardonnay, 1061. Là, on parle des collectes des matières résiduelles. Moi, mon questionnement, c'est quand on a une rue privée qui est en vue d'être municipalisée, c'est à quel moment, en fait, qu'on va avoir accès aux camions devant notre propriété directement pour la collecte, parce que là, on la met au coin de la rue la plus passante. C'est à quel moment qu'on est capable d'être desservi devant la propriété quand la rue n'est pas encore municipalisée?
Oui. C'est ça la question. J'en ai parlé justement. Oui, c'est ça. C'est que je suis là. Oui, bien, envoyez votre demande justement au service d'urbanisme, Mme Émilie Labonté, David. Mais c'est le promoteur qui doit faire ça. Parce que moi, j'ai parlé ce matin là, à Marcel Reynoso, le promoteur du domaine. Oui. La rue lui appartient encore en ce moment. Parce qu'elle n'est pas encore municipalisée. Ça n'a pas besoin d'être municipalisé, c'est pas une raison, ça. Ben, moi, c'est ce que Émilie Labonté me dit dans. Il faut que le transfert soit fait. Moi, tantôt, quand j'ai parlé. Non. Excusez, on va se OK. on va prendre en note votre adresse, votre nom, tout le kit. Laissez-nous vos coordonnées à greffière, puis on va. Juste pour savoir, parce qu'il y a d'autres propriétaires. Bénéficier de ça. Parce qu'il est déneigé par un déneigeur privé. Qu'elle allait voir au coin du lac Brûlé puis du Chardonnay. Si on peut les laisser en avant de la propriété, tout simplement. On va s'occuper de votre dossier. Émilie Labonté, tantôt, c'est ce qu'elle a dit. Il faut que la rue soit municipalisée avant. Je vais prendre vos coordonnées, puis vous pourrez me transmettre un courriel. Ce qui est important, c'est la journée qu'on évalue que une fois que votre rue, qu'elle soit municipalisée ou privée, il faut d'abord s'assurer que le passage du camion puisse fonctionner. Donc, la rue soit conforme à cet effet. Une fois qu'elle le devient, généralement, on informe EBI pour qu'il y ait un changement dans les routes et que dorénavant, il n'y aura plus un parc à bac, mais que ce sera un passage aux portes. Okay. Je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, ça ne se fait pas nécessairement 2 semaines après parce qu'ils doivent modifier leur route. Souvent, on le fait aux saisons suivantes, donc au trimestre. Alors, je veux juste vous dire qu'à partir admettons qu'on reçoit votre demande, qu'on informe EBI, qu'il y a le changement, ça ne sera pas nécessairement le 15 février. Probablement que ça va arriver peut-être au 15 avril. Il y a des périodes où il y a tous les changements de route. Alors, j'en profite pour les autres citoyens, c'est que lorsqu'il y a un changement, ce n'est pas nécessairement la collecte suivante. Ça se fait lorsque les routes sont refaites. Dans votre cas, je sais que c'est seulement 4 maisons, mais des fois, ça modifie un peu les routes et ils doivent revoir la configuration et l'attribution pour les chauffeurs. Et je voulais vous dire que c'est pas... C'est à qui il faut écrire, en fait? En fait, quand nous, on s'en occupe auprès de la municipalité, auprès d'EBI, quand il y a le changement, on vous informe à partir de quelle date vous pourrez rapatrier vos bacs à votre résidence plutôt que de le laisser. Les autres exactement. Parce que même, il y en a qui n'ont pas eu les bacs. Oui, c'est ça. Mais ceux qui n'ont pas eu leur bac, ils doivent absolument faire une demande auprès d'EBI qui va avoir une livraison. Il y a toujours des délais de ce côté-là. Okay. Merci, monsieur. Oui. Bonsoir, Dominique Bernier. Bonjour, M. Bernier. Je voulais savoir si la participation de la Ville de Jersey à la table de mobilité 125 implique automatiquement l'adhésion de l'administration municipale au projet et va ne servir qu'à discuter de ces différentes variantes, ou il y a encore une possibilité que l'administration municipale s'oppose au projet suite, par exemple, aux futures consultations citoyennes? Comment ça fonctionne? Ça, c'est une chose. C'est pas dire oui ou non si on veut la 125. Ça serait un autre vote qui dirait oui s'il nous propose un projet puis que le conseil municipal majoritairement accepte le prolongement. C'est là. C'est un autre sujet. OK, on n'est pas là encore. Non, on n'est pas là. Merci. Monsieur Lévesque, sur le site du gouvernement, c'est en action. On est rendu à la 4e étape sur 5. On n'a pas voté encore sur le prolongement. Oui. Une petite chance. Bonjour, monsieur les conseillers, conseillères, madame les conseillères, et monsieur Plante. Moi, je me présente, Guy Lemay. Regardez mes feuilles, vous êtes pas resté. Je suis membre de la PRTC, qui est l'Association des propriétaires de résidences d'hébergement touristique de Jersey. Je suis bien sûr avec ma conjointe propriétaire d'une résidence d'hébergement touristique. Juste avant Noël, on a appris qu'il allait y avoir une nouvelle taxe pour les gens qui ont des résidences d'hébergement touristique. Une taxe qui se chiffre, dans notre cas, à une augmentation, juste pour notre chalet, un seul chalet, un surplus de 25 % à payer en 2024 sur le compte de taxes, ce qui est quand même assez élevé. Alors, ma question principale là-dessus, c'est
cette surtaxe-là, qui a été quand même votée, on peut se le dire, hein, sans se cacher, vous allez être d'accord, en catimini, au mois de décembre. Je vous vois, monsieur Léveillé, mais quand même. Il y a des gens qui ne sont pas au courant que cette taxe-là va, parmi les propriétaires de résidences d'hébergement touristique, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de l'avenue de cette taxe-là. Moi, j'ai bien des questions. Il y a des questions aussi techniques que est-ce qu'on peut, en cours d'exercice, parce que l'exercice se termine en 2024, est-ce qu'on peut arriver avec une taxe comme ça sans demander, sans donner l'occasion aux citoyens de dire, ben moi, je ne suis pas d'accord? Ça, c'est une question technique. Maintenant, est-ce que cette décision-là est une décision stratégique sur le plan économique ou tout simplement financière, notamment pour payer la patrouille? Je vais répondre. Je vais demander à M. Plante de répondre à votre première question parce que si vous en avez quelques-unes, pas qu'on se perde dans vos questions. C'est sûr qu'on en a plusieurs des questions. Écoutez, tout d'abord, vous en avez soulevé plusieurs. Je tiens d'abord à souligner que toute implantation d'une nouvelle taxe génère généralement toujours une opposition, surtout par les citoyens qui sont concernés, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau gouvernemental, provincial et autres. Évidemment, c'est rare que les citoyens soient d'accord. Je tiens à préciser, sans dévoiler les discussions qui ont été faites à huis clos dans le cadre de la préparation du budget, les membres du Conseil ont adopté unanimement le 19 décembre, après avoir fait un avis public le 11 décembre et l'adoption du budget et du règlement de taxation pour 2024. Donc, une taxation spécifique pour les résidences de touristes qui varie. Puis je pense que c'est intéressant de le souligner. Le conseil municipal fait une distinction, par exemple, entre des chalets dont l'évaluation foncière est à moins de 261 000 $ versus des chalets, par exemple, qui pourraient être à 300, 400 ou 500 000 $. Contrairement à plusieurs municipalités qui établissent un montant qui est fixe, que vous ayez un petit chalet avec une chambre versus un chalet de 800 000 $, tout le monde paye le même montant. Donc, essentiellement, c'est entre 600 $ ou 750 $. Donc, la médiane, elle est à 261 000 $ d'évaluation. Ça, c'est par rapport au rôle qui est actuellement en cours, parce que vous savez que l'an prochain, il y aura un nouveau rôle. Ça, donc, c'est ce qui a été adopté par le conseil municipal. Deuxième des choses, vous n'êtes pas sans savoir que les lois et les règles édictées par le ministère des Affaires municipales et par différents projets de loi sur la fiscalité municipale qui ont été adoptés. De plus, la loi sur l'autonomie municipale en 2017, les règlements 2021 et 2022, donc un tout nouveau projet de loi, offre plus de flexibilité en matière de diversification des revenus des municipalités. Plusieurs municipalités, d'ailleurs, environnantes, ont adopté des règlements beaucoup plus élevés qu'ici même à Chertsey. Par exemple, à Saint-Donat, c'est tout près de 2 000 $ par résidence de touristes qui est ajouté sur le compte de taxes. À Saint-Côme, c'est 750 $. On a vu du 1 000 $. Et Chertsey arrive avec un montant qui est entre 600 et 750 $ selon la valeur foncière. Évidemment, dans les règles qui ont été édictées par le gouvernement du Québec, on ne permet pas, par exemple, d'ajouter une taxe pour les résidences de touristes qui est en fonction, par exemple, des revenus éventuels. Hein? Ça pourrait dire un pourcentage selon les revenus cumulés. La loi dit qu'elle doit être basée sur la taxation. Ça doit être un montant fixe. Il ne peut pas être progressif, lié, par exemple, à des revenus tirés des revenus économiques tirés par la résidence de touristes. C'est important de le souligner. Donc, le conseil municipal est vraiment balisé au plan légal. Je tiens à dire que dans toutes les municipalités qu'on a consultées, des citoyens ont voulu contester, soit en justice, contester ces réglementations qui ont été adoptées dans les différentes municipalités. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune contestation judiciaire qui a été faite. Tant l'Union des municipalités du Québec, les avocats au dossier confirment la validité des lois provinciales pour l'implantation de ces éléments-là.
Évidemment, tout citoyen a toujours le droit de contester l'adoption d'un règlement de taxation qui lui serait attribué. La loi est ainsi faite. Quant au respect des règles et des lois, le conseil municipal a fonctionné comme il se devait. Je poursuis en disant, puis ça, je pense que c'est un élément, le conseil a pris une décision sur un enjeu aussi d'équité puis d'égalité. C'est important de souligner qu'un propriétaire d'une résidence de tourisme, lorsqu'il tire des revenus liés à l'utilisation de sa résidence, je sais parce que j'ai personnellement une résidence de tourisme ici à Chelsea, j'ai un excellent comptable aussi, et je sais que je peux déduire une partie des dépenses, par exemple la taxation municipale et différents éléments de dépenses, tels que la taxe sur les résidences de tourisme. Je pense que c'est important de souligner que le citoyen qui vit à Chelsea, qui n'a pas de résidence de tourisme, ne peut déduire une partie de ses taxes municipales. Ce qui n'est pas le cas pour une résidence de tourisme parce que c'est une activité d'ordre économique. Alors, un comptable pourra vous expliquer que les taxes municipales peuvent être déduites de l'utilisation à cet effet. Non, mais vous allez... Je vais me sentir plus intelligent. Excusez. Ah, là, vous êtes en train de je m'excuse. Excusez. Un cours. Moi, vous savez, je ne m'adresse pas ce soir seulement à vous. Je m'explique aussi pour les citoyens qui comprennent la décision des membres du conseil municipal. Je comprends que vous n'appréciez pas cette décision-là, puis je le comprends. Quand tu as 2 locations dans un automne, monsieur. Je comprends. Hein, c'est ça, là. Puis en ce moment, il y a énormément de... Faudrait juste aller à votre prochaine question, qu'on évite les argumentations, s'il vous plaît. Que je veux, monsieur. Si vous voulez me parler après l'Assemblée puis m'expliquer tout ça, je vais le prendre. Parfait. Là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de rompre mon droit de parole. Je vous exprime mon désaccord. Vous dites que j'ai le droit d'avoir un désaccord, mais que vous avez tous les règlements que vous voulez sur la planète Terre pour y dire non. Oui, c'est toi la ligne, j'ai compris. Il n'y a pas besoin de m'en dire plus. C'est parce que vous m'aviez demandé si c'était légal. Deuxième question. C'était légal, monsieur. C'est légal, j'ai compris. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Peut-être que l'ensemble de la population avait besoin de le savoir. Est-ce que les gens vont être informés au niveau, parmi les propriétaires de résidences d'hébergement touristique, de cette nouvelle taxe-là? Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Ça a été publicisé par la loi sur notre site Internet en date. Dans la réception du compte de taxe qui va être reçu, non seulement le compte de taxe va clairement l'indiquer, mais dans le mot de la mairesse, cet élément-là va être clairement indiqué aussi. Je vais terminer avec une chose. On n'est pas à la grande séduction ici, ça c'est clair. Parce que là, de la façon dont ça fonctionne, à mon avis, c'est qu'on est en train de vraiment mettre un frein au développement du tourisme. Moi, c'est ce que je pense. Vous me direz dans 10 ans. Merci. Merci, M. Lemay. Monsieur Lévesque. Rapidement, s'il vous plaît. Mais je vais poser la question à M. Cole, c'est pas grave. Parfait. M. Cole, la parole est aux citoyens présentement. Jérémy Cole pour la PRTC. Je vais laisser Valérie continuer la question. Je voudrais juste savoir, il y a combien de membres dans votre association? Au-dessus de 70 en ce moment. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est ce que j'entends, c'est que vous auriez aimé être consulté puisque vous avez 70 membres. C'est ce que on a envoyé une mise en demeure en ce sens, de demander à être consulté et informé de tout ce qui s'en est, qui pourrait toucher le secteur touristique. Merci, M. Lévesque. C'est ça. Allez-y. Vous m'excuserez, mais par un souci de distance, vous comprendrez que si j'étais membre d'une association qui exerçait une pression sur le conseil municipal, dont je suis moi-même le directeur général, j'aurais un sérieux problème d'éthique et la population serait en droit de le dire. Pour le reste, je tiens à préciser que les discussions budgétaires, quand vous parlez des consultations liées à cet effet, je tiens à préciser que les discussions sur le budget, notamment l'adoption du règlement de taxation qui sont préalables, sont toujours faites à huis clos. D'ailleurs, c'est dans la formule de tous les conseils municipaux. Et on ne peut malheureusement pas vous informer avant la présentation budgétaire qu'une nouvelle taxe pourrait concerner vos membres. Vous comprendrez que ce serait une information qui serait stratégique. Alors, dans les règles, on a l'obligation de faire un dépôt des règles de taxation
et au minimum 7 jours pour faire un avis public et 7 jours plus tard, l'adoption du budget. On a pu faire l'avis public 3 mois d'avance et avoir le temps d'en discuter. Oui, mais la loi nous impose. Il y a clairement une meilleure façon de taxer, si vous voulez taxer, que de mettre 2 montants avec un seuil. Malheureusement, la loi ne nous offre pas toutes les possibilités qu'on le souhaiterait. Mais vous auriez monté le taux commercial. Parce qu'on n'a pas de taxe commerciale. C'est ça, ici, il n'y a pas de taxe commerciale. Un taux résidentiel, un taux commercial. Oui, c'est ça. En tout cas. Oui, je vais aller avec mes questions. En parlant de la taxe, justement, quel est le but de cette nouvelle taxe et comment avez-vous fixé les montants? Tout d'abord, une question d'équité. Ça, je pense qu'il faut le souligner. Il faut savoir, je viens de le souligner. Si vous souhaitez que je réponde, il y a 2 choses. Soit qu'on ferme le micro, je vais répondre à vos questions, ou sinon, parce que moi, je ne suis pas un acteur politique. Je prends le meilleur temps, mais si vous me mettez dans le débat politique, malheureusement, je ne pourrai pas répondre à vos questions. Si vous me posez une question, ça veut donc dire que vous me laissez le temps imparti pour y répondre. Sinon, je vais devoir arrêter, à moins que les membres du Conseil veulent on cherche le but. Oui, non, le but, les membres du Conseil sont très clairs. La présence des résidences de touristes, d'abord, il y a un aspect qui est très clair, c'est que ça génère chez les services municipaux, par exemple, toute l'application des règlements sur les nuisances, sur le bruit, l'importance de faire une surveillance puis d'assurer la quiétude des autres citoyens est importante. Donc, on a une obligation de faire un suivi plus rigoureux et aussi, ça engendre des coûts à cet effet. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième aspect, c'est l'application de tous ces règlements pour les résidences de touristes, puis c'est l'équité fiscale. Vous savez que, par exemple, au niveau commercial, vous l'avez nommé, au niveau industriel, les taux de taxation pour la fiscalité municipale permettent d'avoir des taux de taxation plus élevés. Alors, à cet effet, la municipalité, dans un objectif de diversifier sa taxation, autorisée par les gouvernements, et donc par l'Assemblée nationale, permet aux conseils municipaux de diversifier et d'aller chercher en toute reconnaissance des lois des revenus complémentaires à la taxe foncière. Et la taxe sur les résidences de touristes, c'est un exemple et c'est l'un des choix que le conseil municipal a pris unanimement. Donc, la réponse, c'est quoi le but de la taxe? C'est générer des revenus. Dans les caisses de Exactement. Vous savez, quand on tire des revenus de taxation. Les résidences utilisent plus la patrouille. C'est pas mais on n'a pas les stades de la patrouille pour le prouver. C'est un peu bizarre comme réponse. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas nécessairement uniquement associer à cela. Donc, il faut faire attention. Non, pas uniquement, mais la réponse dit que la patrouille coûte plus cher à cause des résidences de touristes. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une nécessité d'avoir une surveillance qui est beaucoup plus grande, parce que la majorité des plaintes qui sont formulées pour des applications de règlement sur la nuisance sont faites, bien entendu, liées à ce type de résidence-là. Jusqu'à qu'on ait les statistiques, on va encore en douter, nous, parce que de notre expérience, ce n'est pas le cas. Vous comprendrez que ce soir, après le fait... les statistiques. Oui, mais vous comprendrez que la municipalité va quand même se garder une certaine réserve sur toutes les données, puisque quelqu'un pourrait annoncer une contestation en justice. Alors, sur l'application de ce règlement-là, on va se donner un ensemble d'informations. Moi, comme directeur général, je dois protéger aussi la municipalité et l'ensemble de ses citoyens. Je comprends que les statistiques, on n'aura pas les adresses, les dates et les heures. Non. Est-ce que c'est possible? Vous n'aurez rien de ça, la confidentialité. Non, mais je vais juste demander dans les rapports statistiques qu'on va avoir la combinaison de tout ça. Vous allez avoir les types de plaintes, la fréquence, les sujets, sans plus. Vous allez avoir tout ce qui est disponible. On peut savoir combien ont été faits dans les résidences touristes, les interventions, combien sont fondées et si c'était une période en location. Parce que beaucoup de gens font de l'usage mixte. Vous allez avoir tout ce que la loi nous permet, M. Je dois vous dire, évidemment. Tout ce que la loi nous permet, on va le transmettre à nos citoyens. Parce que la municipalité va difficilement savoir si c'est une période de location. Et pour nous aussi, là, ça va être agréable. On va savoir vraiment où sont les nuisances, que ce soit des résidents permanents ou des résidences de touristes. On l'attend, nous autres aussi. Oui, et on est tous d'accord qu'on veut réduire les nuisances. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On est bien d'accord. On veut juste s'assurer qu'il n'y a pas une partie des citoyens qui payent pour un service que tous les citoyens profitent. C'est comme l'aqueduc qui est au village, là, seulement qui ont droit au service payent le service. Non, 20% de la population. 20% de l'ensemble de la population qui paye. C'est parti de la taxe. Excusez, pas d'intervention entre les citoyens, s'il vous plaît.
En quoi la taxation est une chose bénéfique pour les résidences de tourisme? Parce qu'on paye une taxe, qu'est-ce qu'on a en retour? Okay. On paye plus, qu'est-ce qu'on a de plus? C'est en fait le même argumentaire, je veux dire, c'est la même chose sur l'impôt sur le revenu. Vous payez des taxes, TPS, TVQ, des impôts qui sont perçus par les gouvernements. Il y a un ensemble de services qui est donné. Pour qu'il y ait une résidence de tourisme, il y a un gouvernement local, dans notre cas, et la loi nous permet de tirer des revenus qui sont Madame autonomes. Bastien et M. Gauthier, s'il vous plaît. Et donc, c'est des revenus autonomes. Merci. Alors, vous me permettrez de vous dire que la loi nous le permet et le conseil municipal a choisi cette voie de tirer des revenus au même titre que les résidences de tourisme ont aussi des modalités fiscales qui leur sont plus intéressantes que les citoyens permanents. Alors, le conseil a jugé bon que dans l'équité, tout le monde pouvait participer donc à l'ensemble des revenus municipaux. Et celui-ci de la taxe sur les résidences de tourisme en est un bel exemple. Il y a aussi les personnes âgées qui ont un crédit d'impôt s'ils restent à la maison, là, mais on ne les taxe pas. Oui, parce que c'est une loi provinciale, c'est pas nous. Oui. En tout cas. Une autre question, M. Et parce que la municipalité n'aurait pas le droit de faire ça. Oui, mon autre question. Considérez-vous, alors je parle plus aux conseillers puis la vision stratégique globale de la municipalité, considérez-vous l'industrie touristique comme un engin économique majeur à Tchercé ou comme une nuisance? Au contraire, je ne crois pas que ce soit une nuisance. C'est une contribution importante au développement économique. D'ailleurs, puisqu'on veut faire des petits calculs ce soir sur une taxation entre 600 et 750 $, je tiens à préciser que pour une location qui varie entre 10 et 25 des nuitées annuelles, là, ça équivaut entre 4 et 15 $ la nuitée, la taxation que la municipalité vient d'implanter. Sur un chalet qui peut, par exemple, être loué 175, 200, 250 $, la réalité, c'est que la taxation que la municipalité vient d'implanter représente grosso modo entre 4 et 15 $ la nuitée. Je ne crois pas que ça va, excusez d'exprimer mon point de vue ce soir, je ne crois pas que ça va handicaper l'industrie touristique qui est florissante, qui continue de se développer. D'ailleurs, les demandes de permis pour les résidences de tourisme sont toujours en augmentation. On en reçoit encore aujourd'hui. Et je comprends que l'activité économique est peut-être un peu en baisse à ce moment-ci, mais je suis convaincu que ça n'impactera pas et ça ne contribuera pas à une baisse ou à une chute de l'activité touristique dans les résidences de tourisme. Tchercé est la municipalité auquel il y en a le plus par nombre d'unités au Québec. C'est une résidence sur 29. D'ailleurs, on en a plus que beaucoup de municipalités beaucoup plus grandes autour de nous. On a toujours été facilitant. On a une réglementation qui est facilitante et on va continuer. Mais la taxation, c'est une question aussi d'équité et de justice et de tirer des revenus autonomes tels que le prévoit la loi sur la fiscalité municipale. Puis, pour répondre un petit peu à votre question, si Tchercé ne voudrait pas de résidence de tourisme, on l'interdirait. Exact. Alors, on le facilite, puis les membres du conseil sont d'accord avec les résidences de tourisme jusqu'à maintenant. OK. Est-ce que je peux complimenter un peu plus la réponse? Pour répondre un peu plus à votre question, qu'est-ce que ça apporte? Au niveau de la patrouille, par exemple, ça va aider à la payer. Ça redonne une confiance aux citoyens qu'ils ne veulent rien savoir des chefs d'éducation autour d'eux autres. Okay? Cette baisse qu'il y a eu de plaintes et de nuisances, vu que la patrouille est là, ça change tout. Ça change tout. On a de moins en moins de plaintes. La patrouille a fait sa job. Avec cette taxe-là, elle va continuer à payer ou à aider la patrouille. Donc, ça vient mettre une espèce de, comment on pourrait dire, une confiance aux citoyens autour. Donc, ça vient alimenter ou aider votre cause de chalet de création. OK? Parce que c'est comme on va la sentir venir. On sent ça veut bouger avec ça. Il y a aussi, ça contrôle aussi la qualité et la quantité des chalets. Si, par exemple, comme moi, j'ai un exemple, chez nous, j'ai un chalet de création que je loue à l'année. Donc, il y a un bail de résidence. Moi, pour garder mon chalet, mon droit acquis, il faut que je paye cette taxe-là. Je n'aime pas même ça, mais il faut que je la paye. Sinon, je m'en débarrasse. Donc, la quantité de chalets de location, qui est peut-être 350 en ce moment, elle va baisser.
nécessairement. Moi, je ne me tente pas de payer 750$, pouf, je m'en débarrasse. Mon chalet vient de partir. Excusez, M. Martel, pas d'intervention hors, c'est ça. Si vous voulez compléter, M. Thibault, s'il vous plaît, pas d'intervention. Travail, M. Cole, et puis vous, c'est correct. Je vais finir avec un dernier point. C'est une proposition qu'on vous fait aujourd'hui pour nous aider, nous aussi, je parle de tous les propriétaires résidentiels, à mieux accepter cette nouvelle taxe. C'est de créer un comité de développement touristique, de mettre les fonds récoltés vers cette taxe dans un pot spécial et d'utiliser pour payer la patrouille, comme on dit, et aussi développer l'économie touristique à Tchercé. On parle de peut-être créer une plage publique. Tous les citoyens seraient bien contents d'avoir une plage publique aujourd'hui. Et puis les visiteurs des chalets également. J'aime bien. On prend pas une partie de cet argent-là, puis on fait des super projets avec. Mais j'aime bien votre proposition, mais concernant la taxe, je ne sais pas si légalement on a le droit, mais on est déjà 3 membres du comité de développement économique. On pourra se rencontrer, puis regarder ça. On sédulera une rencontre pour vous écouter puis regarder ce qu'on peut faire. L'idée, c'est de faire travailler des gens, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses sur les bras, là. C'est de faire travailler des gens dans un comité spécial qui vont pouvoir allouer cet argent-là à des projets. Non, pas. Ce qui est l'argent de la taxation, je ne pense pas que les gouvernements peuvent. Ou un montant équivalent, peu importe, là, mais qui pourra travailler avec un certain budget sur des projets au bénéfice de tout le monde. Là. Même les citoyens pourront en profiter. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Mais une rencontre, on sédulera une rencontre pour une discussion. Parce que l'argent-là, il sort des poches des propriétaires. Ils veulent savoir à quoi il sert, puis où est-ce qu'il s'en va. Ils veulent du concret. Hein. Parfait. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Cole. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut. Vous avancez au micro, s'il vous plaît, M. Lemay, si c'est une question. Sinon, je vais demander de la lever. Excusez mon bois de cave, je reviens d'une opération, donc je trouve ça intéressant ce que mon collègue vient d'avancer parce que il y a une meilleure compréhension à partir du moment où nous, les personnes qui sont concernées par cette entreprise-là autonome, comme le dit si bien M. Plante, on est sollicité à trouver des solutions, à apporter notre expertise. Une des choses que je remarque dans la municipalité de Tchercé, et on le vit de façon assez drastique. Pouvez-vous poser votre question, s'il vous plaît, M. Lemay? Je m'en viens, monsieur. S'il vous plaît, posez votre question. Y aura-t-il un projet de trouver une plage publique pour nos clients qui n'ont pas accès, entre autres? Il y en a une présentement. Non, c'est pour les résidents permanents. Sinon, ils payent 5 ou 7 $ pour accéder à la plage. Je vous dis, moi, ce que quand c'est urbain, mais je pense que c'est important. Prends note de votre idée. C'est important parce qu'il n'y a pas une seule plage publique. Même pour les résidents. Pour les résidents. Et il n'y en a pas, même autour de notre lac, parce que l'association ne veut pas de nos locataires sur la plage. J'ai pris en note votre question. Elle est importante, cette question-là. On va en discuter. Là, moi, je suis prêt à donner le 600$ sans problème. Si je suis capable d'avoir une place pour mes clients. Excellent, et un merci. Bon comptable. Alors, si on n'a pas d'autres questions. Oh, M. Gauthier, je pensais que vous nous abandonniez. Non, faut que tu le laisses assis. C'est pas bien grave. Je vous souhaite une bonne année de santé, de bonheur, ainsi qu'à tous les citoyens qui osent venir vous voir, même s'il va frette. Merci à vous aussi, M. C'est pas Gauthier. plus grave que ça. Toute votre famille et amis, et encore une fois, à tous les citoyens de Tchercé et ailleurs, citoyens et citoyennes, une très bonne année 2024. Faites attention aux chevreuils aussi. Oui, la chasse n'est pas ouverte. Qui lève l'Assemblée? C'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par Mme Valérie Léveillé, et résolu à l'unanimité à 20h27 que la séance soit levée. Merci. Merci à tous.